Aujourd'hui, je vous raconte le lore de FNAF selon moi, tel que j'ai grandi avec jusqu'à aujourd'hui, selon moi. Mais qui suis-je pour vous expliquer le lore de FNAF ? Juste un mec qui est perdu de par toutes les dizaines de milliers de vidéos de FNAF expliquant le lore à leur manière. Je veux juste me recentrer dans ma vision car tout devient beaucoup trop flou selon moi. Alors oui, je ne suis pas quelqu'un qui m'y connaît en analyse de jeux vidéo ou quoi, ou même en analyse de détails ou je sais pas quoi. Je suis juste un très gros fan qui est perdu au fin fond de ce lore. Et je cherche à établir mon lore car aucun ne me convient dans la manière où ils sont présentés. Je sais juste que, en tout cas, j'ai vu depuis tout petit jusqu'à maintenant tellement de vidéos sur FNAF, que ce soit le lore, les gameplays vus et revus, tellement que maintenant je me dois de faire un petit point sur ce que l'on appelle le lore de FNAF. Selon moi, FNAF part d'une très bonne base avec ce que l'on appelle les premiers jeux. J'englobe ici les premiers jeux du 1 jusqu'au 6 FFPS et même le Ultimate Custom Night si on peut considérer lui comme un premier jeu. L'histoire et la manière dont ils sont racontés sont tellement cool et le problème avec les gens qui sont du côté de ce type de réaction à ne considérer que les 4 premiers jeux, parce que oui, à la base, Scott voulait faire seulement 4 jeux, les 4 premiers jeux, et le problème avec ce type de personnes, c'est que ce n'est plus ça, FNAF. FNAF, ça a changé. Depuis le 4, FNAF a dû prendre une autre tournure, et ça, c'est quelque chose que nous devons assumer et accepter, pour ne pas continuer à être pessimiste sur les jeux futurs. Bon, tout ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, je ne suis pas là également pour dire que les jeux précédents, le 6, sont mauvais. Bien au contraire, ils sont tout aussi bien, mais différemment. C'est un autre FNAF qui est raconté d'une manière différente, une histoire différente, etc. Pour moi, le monde de FNAF, nous allons voir dans cette vidéo, qui se divise en plusieurs phases. C'est un peu comme les Avengers, avec les multiples phases que l'on retrouve. Et la première phase, malheureusement ou heureusement, est finie, celle que tout le monde adore. Et nous devons laisser place aux prochaines phases, plutôt que de critiquer le changement. Je m'explique. Pour moi, FNAF 1 à 6, avec Ultimate Custom Night, fait partie de la phase 1. L'histoire est très complète, du 1 au 6, on a une pause de base, puis des retournements de situation, et une fin plus ou moins heureuse. Tout ça avec de l'horreur, etc. Je détaillerai bien sûr tout ça juste après dans la partie lore. En tout cas, on voit clairement que cette phase-ci a un grand méchant principal qui est William Afton, une intrigue bien spécifique, enfin bref, on voit vraiment que c'est une histoire principale. Passons à la phase 2. Pour moi, la phase 2 est celle de la technologie avec le virus Glitchtrap, qui serait probablement William Afton. Donc oui, c'est le même méchant, vous allez me dire, mais sous une différente forme, c'est vraiment une continuité, comme si la phase 1 était vraiment la première partie, phase 2 la première partie où il revient, et la phase 3 on verra juste après. Donc oui, ici dans la phase 2 j'englobe les Help-Wanted de FNAF, mais également FNAF Security Breach. Ici, toute la phase possède une histoire différente, plus futuriste. Le style de jeu et d'horreur change complètement par contre. C'est souvent à partir de là que l'on perd la moitié des fans de FNAF. À partir de cette phase en gros, au Help-Wanted et au FNAF Security Breach. Si, bien sûr, on les a pas perdus dès le 4. Car oui, une grande majorité des gens n'adorent que les 4 premiers FNAF, et c'est tellement dommage parce que au moins les deux suivants, donc le 5 et le 6, Store Location et Simulator, FFPS. Au moins, si vous aimez les premiers FNAF, aimez au moins les 6. Ne vous arrêtez pas aux 4. Enfin bref, c'est un autre débat. C'est bien sûr bien dommage, car moi je trouve qu'il est tout aussi intéressant de considérer ces FNAF, malgré le fait que l'on sait tous, les premiers FNAF avaient leur petit truc de spécial, et qu'ils étaient uniques, qu'il n'y a plus maintenant. Mais l'histoire peut rester cohérente, enfin bref. On passe à la phase 3. Pour la phase 3, nous y sommes en plein dedans actuellement, et vraiment c'est un grand mystère. C'est celle que je critiquerai le plus malheureusement, c'est celle qui vient tout remettre en question, la phase du mimic. En effet ici je trouve que le mimic est une très bonne idée, seulement il est très mal exploité. Englobant le DLC Ruin et FNAF Secret of the Mimic, et bien après tout ça,
nous attendons encore le secret du Mimic, après avoir joué à un jeu supposé nous révéler tout. C'est dommage aussi le fait de revenir au début de la timeline, avec des technologies plus avancées que l'on avait à l'époque avec les premiers FNAF. Tout ça c'est un peu bancal, je sais pas si vous voyez. Certes, le retour dans le temps aurait pu être super bien exploité avec le Fall Fest et tout. On n'a aucune mention du Fall Fest, enfin, pas aucune mention, mais on nous parle d'une giga grosse entreprise. Moi je m'attendais pas à ça en voyant Secret of the Mimic. Enfin bref, je trouve que c'est un peu dommage. Le Mimic m'a remet également malheureusement tout en question et tout en cause, mais il peut encore être sauvé, seulement nous avons besoin de plus de jeux pour résoudre et rattraper l'histoire du Mimic. Car malheureusement on ne peut pas compter sur Secret of the Mimic pour nous répondre aux secrets que l'on nous pose au sujet du Mimic. À part ça, cette phase nous ouvre un tout autre chapitre de FNAF. En effet ici, c'est un nouveau grand méchant qui a pris la tête, c'est non plus William Afton, mais bien le Mimic. Plusieurs questions bien sûr en suspens, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à Glitchtrap? On n'en sait rien du tout, enfin bref. Donc comme je disais, c'est un nouveau grand méchant qui a pris la tête. Comme je l'ai dit, ce n'est pas en soi une si mauvaise idée, seulement c'est là que ceux qui aimaient FNAF, pour les bons vieux animatronics de base et William Afton, ça n'est carrément plus la même histoire. Après, on sait jamais, peut-être que il y aura un I Always Come Back qui sera lâché dans les futurs jeux. Mais bon, en attendant, on va se fier à tout ce que l'on a et on va les poser sur la table tout doucement pour s'éclairer sur le lore de FNAF qui est tellement fascinant mais très complexe, nous allons voir. Alors petit point, je tenais à dire que malgré les nombreuses vidéos que l'on trouve sur internet, comme vous avez pu le remarquer, si vous avez plongé dans l'univers du lore de FNAF, c'est vraiment beaucoup trop flou, c'est vraiment très mal rangé. On a bien sûr de nombreux points d'ombre et de très gros mystères impossibles à résoudre parmi toutes ces phases. Et bien pour plusieurs raisons, comme par exemple on a les retcons ou les incohérences des jeux avec des mystères comme la boîte de FNAF 4. Car oui, je le rappelle, à la base FNAF 4 devait être le dernier du nom, c'est pour cela que on a un petit peu un mystère qui sera jamais résolu avec le mystère comme la boîte de FNAF 4. On sait d'avance que ce sera un mystère qui sera irrésolu, bien qu'on a vraiment énormément aussi d'éléments, de petits détails qui pourraient nous ouvrir à plein de trucs, mais tout le temps des trucs incohérents qui partent dans des délires que personne aime. Donc personne veut l'adopter au lore. Je vais pas entrer dans les détails ici. Ainsi on peut en conclure que le lore de FNAF ne sera jamais entièrement résolu. Il ne sera jamais résolu en son entièreté, il restera toujours de nombreuses choses illogiques, mais aussi irrésolues. C'est malheureusement dommage, mais il faut faire avec. On ne pourra jamais faire un lore parfait. Avec tout ce que l'on a, il ne faut pas considérer certains détails, car sinon on entre dans un surplus de détails qui nous font des contradictions, et après ça ne va plus du tout. Bon ok, vous allez me dire des fois, c'est pas que des petits détails qui se contredisent, mais bon bien sûr c'est relatif. Pareil, j'entre pas dans les détails. Et aussi, par pitié, les retcons. La retcon c'est vraiment ce qui perd toute la communauté, enfin moi ça m'a vraiment perdu ça, ce truc là. Par pur exemple, moi-même, à la première fois que j'ai entendu ce mot, je ne connaissais pas du tout la signification de ce mot et j'ai galéré à comprendre le lore. Alors par pitié, il faut à tout prix éviter les retcons. C'est vraiment une chose que même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais pas vous expliquer en son entièreté, mis à part qu'on revient sur les faits passés pour modifier à notre guise. En gros, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on modifiait l'histoire. Par exemple, je suis dans Avengers 1, tout se passe mal pour un super-héros et il meurt. Un super-héros secondaire. Comme si dans le prochain Avengers, je faisais renaître ce super-héros. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros c'est ça, c'est vraiment modifier les faits passés pour réussir à créer une toute nouvelle œuvre, une suite de l'œuvre. Et enfin bref, ça perd tout le monde ça, il faut à tout prix éviter les retcons. Pour moi, je ne comprends même pas pourquoi ça existe. Enfin bref, des fois pour le lore de FNAF, il faut en arriver à des choses. Enfin bref, passons dès à présent au lore selon moi. Donc tout d'abord, en premier lieu, nous allons poser sur la table tout ce que nous donnent les jeux pour établir ces timelines. Donc la grande timeline, d'ailleurs, au fait, c'est quoi ? Eh bien, dans cette grande timeline, nous allons simplement détailler les restaurants et cibler les jeux
mais également les créations d'entreprises, etc. Donc tout d'abord, posons sur la table les restaurants que nous donnent les jeux directement dans la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve que nous donnent les jeux? On retrouve donc en premier, dans FNAF 1, une toute première pizzeria qu'on nous donne et qu'on nous nomme Freddy Fazbear Pizza. La deuxième pizza du 2 sera appelée Freddy Fazbear Pizza, donc le deuxième restaurant. On a déjà 2 restaurants. Ensuite, avec FNAF 3, on nous donne un nouveau, pas restaurant, mais on nous donne un peu une attraction d'horreur. Enfin, au départ, on n'en sait trop rien sur ce qu'il en est des bâtiments de FNAF 3. Et après, on en déduit que c'est une attraction d'horreur, tout simplement, se nommant le Fazbear Fright. FNAF 4 nous met en scène un enfant faisant des cauchemars, donc aucun bâtiment présent dans le vrai lore, dans le grand lore. Ensuite, FNAF 5 avec Sister Location, avec le Circus Baby Pizza World, qui nous est directement mentionné. Donc un nouveau bâtiment, donc une pizzeria un peu spécifique, on le voit dans les jeux. Puis on voit avec FFPS la nouvelle pizzeria, donc le Freddy Fazbear Pizza Place. La fausse pizzeria, le plan machiavélique, enfin plutôt le coup de génie de Henry Emily. Ensuite, Hellpointed, alors attention, très attention, c'est vraiment très spécial. Hellpointed 1 nous donne tout simplement, non pas un restaurant, mais un jeu VR qui est dans le réel lore de FNAF. En gros, ce jeu a été créé dans l'histoire de FNAF, en gros. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Enfin, je m'expliquerai mieux tout à l'heure quand j'en parlerai. Et la dernière pizzeria, donc le Freddy Fazbear Mega Pizzaplex. Donc alors celui-ci le plus gros restaurant jamais construit par Fazbear Entertainment. Donc ça, c'est tout les restaurants et jeux créés par Fazbear Entertainment. C'est tout ce qu'on nous donne tout cru dans la bouche de par les jeux. Mais nous allons voir que c'est pas aussi simple, car on va voir qu'il y a plein d'indices qui sont laissés concernant les infos, en plus sur les lieux des jeux, mais aussi les versions d'autres lieux, d'autres pizzerias. Des secrets nous sont révélés, des détails nous sont indiqués, ce qui nous amène à en déduire de nouveaux restaurants et de nouveaux bâtiments, tout simplement, de nouveaux locaux de Fazbear Entertainment. C'est comme ça qu'on a trouvé par exemple le Glamrock Bonnie dans Security Breach, qui a existé avant le Mega Pizzaplex que l'on connaît avec Monticator. C'est pour ça que ici j'ai mis un deuxième restaurant avec le Mega Pizzaplex avec Bonnie, mais en vrai c'est le même restaurant, c'est le Mega Pizzaplex, c'est toujours le même, c'est juste Bonnie qui change, et je trouvais quand même ça important de noter ça ici. C'est carrément une mascotte principale qui change du jour au lendemain. C'est aussi comme ça qu'on a trouvé d'autres restaurants, comme carrément le Fredbear Family Diner, qui nous est carrément mentionné par le Phone Guys, et aussi il en est de même pour tous les autres, pour le tout premier restaurant au nom de Freddy Fazbear Pizza, nous en reparlerons un peu plus tard. Et on apprend aussi la création de Fazbear Entertainment et de Afton Robotics. Alors sinon on rajoute à tout ça les autres locaux et créations qui ne font pas partie de Fazbear Entertainment, mais qui sont très importants quand même au lore, qui nous apportent de nombreuses précisions. Alors si on rajoute tout ça, et bien en réalité c'est juste une seule association, une seule société qui nous est à rajouter. C'est ici la société de Edwin Murray, donc avec le Murray Costume Manor, qui va bien nous embêter pour la suite de la timeline et du lore. C'est vraiment un élément qui est très problématique pour le lore, mais bon, on va essayer de se débrouiller comme on peut. Alors maintenant qu'on a établi cette belle timeline comme vous pouvez le voir, on va continuer direct en replaçant tout dans l'ordre. Donc alors, comme vous le voyez, j'ai replacé à peu près les éléments dans l'ordre. Donc on a le Murray Costume Manor, ensuite on a la création de Fazbear Entertainment, ensuite on a Fredbear Family Diner, Afton Robotics, Circus Baby Pizza World, le premier restaurant de Freddy Fazbear Pizza, le deuxième, le troisième, le Fazbear Fright, le restaurant de FFPS Pizza Place, les Hellpointed en parallèle du Pizzaplex et de ses différentes variantes. À cela, en dessous de la timeline, on peut ajouter tous les jeux, ce qui nous ajoute une bonne dizaine de jeux, en réalité 12, si on compte le Ruin comme un jeu à part, car moi je le compte vraiment comme un jeu à part, il nous apporte des informations vraiment à part de Security Breach. Donc je détaillerai bien sûr tout ça des jeux après. Donc voici un peu l'ordre des jeux, donc Secret of the Mick est le dernier, le plus récent, sorti très récemment, et pourtant il est tout au début de la timeline, en 1979. Après on a FNAF 4, FNAF 5, FNAF 2, FNAF 1, FNAF 3, FNAF FPS, FNAF Ultimate Custom Night, Hellpointed 1, Hellpointed 2, Security Breach et le DLC Ruin. Maintenant que nous avons établi une timeline complète, passons à la timeline phase par phase qui va nous aider à comprendre bien tout précisément le lore. Alors ici je ne vais pas détailler par rapport au jeu, je vais seulement raconter en me basant sur toute mon expérience que j'ai depuis que je suis tout petit, comme j'ai raconté en intro. Alors nous allons voir que vraiment il y a énormément de choses
à mentionner dans cet univers, c'est tellement vaste. On va essayer de faire ça, mais c'est assez compliqué, ça m'a pris énormément de temps. En même temps, fallait pas s'étonner, quand on s'entame au lore de FNAF, il faut vraiment pas s'étonner. Alors voici toute la timeline que j'ai zoomé dessus sur la partie de la phase 1. Donc la partie de la phase 1 se déroule globalement de 1970 jusqu'aux années 2010 globalement. On a toute une série d'événements, comme je vous ai dit, on a une pause de base, une intrigue, un grand méchant qui apparaît, qui disparaît et qui revient, et qui disparaît à la toute fin, avec plusieurs âmes séparées en plusieurs animatroniques, nous le verrons. C'est assez complet, mais bon, comme je vous l'ai dit, on a un jeu en particulier dans ce passage de 1970 jusqu'en 2010 qui nous embête un peu, c'est le passage du Mimic avec le Murray Costume Manor. Donc on va essayer de l'enlever. Alors en effet ces jeux et ce Murray Costume Manor nous embêtent énormément. En effet ici le jeu a été créé pour l'intrigue de la phase 3 et non pour la phase 1. Il nous aide pas à comprendre l'intrigue principale de la phase 1 puisque aucune mention de William Afton est faite dans Secret of the Mimic, si ce n'est que le Murray Costume Manor, donc Edwin Murray, travaille pour Fazbear Entertainment. Mais bon, tout ça, ça nous aide plus à comprendre la phase 3. Bien sûr, il est important de mentionner que ici, nous allons voir un peu plus tard qu'il va nous aider à comprendre quelques petits détails que la communauté avait loupés à propos de certains détails sur la phase 1. Mais rien de spécial ici, c'est pour ça qu'on va le mettre de côté et on ne va pas le prendre en compte, en tout cas pour l'intrigue principale. On va pas en tout cas mentionner le secret du Mimic ni le Murray Costume Manor dans cette intrigue de la phase 1. Alors maintenant j'aimerais attirer votre attention, maintenant qu'on a enlevé ce Secret of the Mimic, j'aimerais attirer votre attention sur une chose bien précise, c'est que si on conserve seulement les 4 premiers jeux, on a une intrigue totalement différente de la timeline que je vous ai faite ici. En réalité, si on inclut seulement le 1, 2, 3, 4, on n'a même pas de timeline, car au départ tu te crées une timeline avec le 1, 2, 3, et puis le 4 vient tout casser en disant oui c'est une Dream Theory, tous les éléments de tous les jeux sont faux, sont inventés par un petit qui est dans le coma et qui cauchemarde. En gros, tout est faux. C'est pour ça que c'est une théorie qui m'embête énormément de tout remettre en question alors que tu as fait 3 merveilleux jeux, tu viens avec un 4ème pour clôturer le tout en disant non, c'est de la Dream Theory. Bref, je m'attarde pas plus là-dessus, seulement pour dire que si on prend en compte les 4 premiers jeux, l'intrigue est complètement différente, donc c'est vraiment pas comparable. Ici, bien sûr, j'ai pris tous les jeux en compte, si ce n'est que Secret of the Mimic que j'enlève dans cette partie. Mais je le prends quand même en compte, hein, sachez juste que je ne le mentionne pas ici comme un élément important, c'est vraiment un élément en parallèle qui se déroule en parallèle. Donc oui, selon moi, Scott avait l'idée à la base, quand il souhaitait faire seulement 4 jeux, il avait vraiment l'idée de faire la Dream Theory, malheureusement. Mais bon, on passe pas plus de temps comme j'ai dit là-dessus, seulement sachez juste que ça laisse énormément d'incohérences avec du coup ces timelines-ci, mais bon, on va essayer de faire avec, et c'est parti pour la vidéo. Donc replongeons au fin fond de la timeline de FNAF, en environ 1970 ou moins. Donc on commence avec la création de Fazbear Entertainment, qui est créée par l'association de William Afton et de Henry Emily. En effet, les associés ont l'idée de créer des restaurants où amuser les enfants. Donc ils vont créer des mascottes, à commencer par la Puppet, qui a des apparences plutôt simples d'une marionnette. Ils vont donc ensuite créer des costumes à Spring Block, supposé en s'inspirant du Murray Costume Manor, avec notre fameux Spring Bonnie et Fredbear, qui sont des personnages très ancrés dans le lore de FNAF. C'est alors que le Fazbear Entertainment va créer ce fameux restaurant tant rêvé, le Fredbear Family Diner. À ce moment-là, William a plusieurs enfants, dont Michael Afton, le Crying Child, supposé Evan Afton, et Elizabeth Afton. Alors c'est à ce moment-là qu'on peut déjà mentionner le premier jeu ici, les événements de FNAF 4, qui nous apprendront que le plus grand des frères va terroriser son petit frère Evan, qui est lui traumatisé par les animatronics de son père. Là on se retrouve face à la plus grosse incohérence de FNAF je dirais, mais bon on peut la rattraper. En effet on retrouve la mention des animatronics qui ne sont pas encore créés. En effet ici, comme je l'ai dit, on a seulement 3 animatronics pour l'instant qui sont créés. Donc le Spring Bonnie, le Fredbear et la Puppet. Et pourtant le jeu nous indique plein d'easter eggs à FNAF 1, 2, 3, avec les toys animatroniques, Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, etc. Mais nous y reviendrons là-dessus car j'ai une petite réponse à vous faire en retour. Donc Michael va continuer à terroriser son frère Evan jusqu'au jour où il voudra mettre Evan Afton dans la gueule de Fredbear. Et donc Evan, terrorisé, va se faire broyer le crâne par Fredbear. Et cela marquera le tout premier événement tragique de Fazbear Entertainment. Et en plus de ça, c'est un événement tellement important dans la timeline puisque c'est la morsure de 83 en 1983. Cela marquera donc la fermeture du Fredbear Family Diner, mais pas encore en fait. Il va pas fermer tout de suite, car il va se passer un événement tragique également
Ensuite, donc c'est en 1983 que la toute première morsure aura lieu et que Evan, de par FNAF 4, nous fera part de ses cauchemars dans son état de coma après sa morsure, et on constate malheureusement qu'il ne survivra pas. Ainsi je réponds à l'incohérence que nous avons vis-à-vis des différents animatronics. Alors c'est assez simple, un peu tiré par les cheveux, mais assez simple à comprendre en gros, vu qu'il est dans la famille de William Afton, le créateur lui-même, et bien il a tout simplement pu avoir les plans des prochains futurs animatronics. Car on le rappelle aussi, le Murray Costume Manor préparait déjà les costumes du Freddy Fazbear Pizza, alors qu'on n'était clairement pas dans les bonnes dates. On était en 1979. Donc il est tout à fait possible que Evan ait pu voir ses plans, et donc il ait pu tout simplement cauchemarder dessus plutôt que de cauchemarder sur Fredbear. Il a également cauchemardé sur Fredbear, mais on voit également plein de mentions à ces projets donc de Freddy Fazbear Pizza. Moi ma théorie c'est que vraiment le Circus Baby Pizza World que l'on voit juste après en 1984 peut-être, n'aurait pas été un projet prévu, on le verra juste après. Mais après je n'ai rien, peut-être que c'est pas vrai du tout ce que je dis. En tout cas moi c'est ce que je pense. Enfin bref, c'est pour cela que FNAF 4 nous montre les rêves qu'Evan voit les futurs animatronics dont il a certainement vu les plans. Donc, le second événement qui se passe avant que le Fredbear Family Diner ferme, et bien pour comprendre cet événement il faut reprendre avec William. Pris de colère et de vengeance, William va vouloir se venger. Alors un soir, alors que Charlotte Emily est en dehors du resto, le Fredbear Family Diner, à l'écart des autres enfants qui sont à l'intérieur, William va s'arrêter en voiture et assassiner Charlotte. Donc ici c'est une situation où un enfant est isolé, donc pour rappel Charlotte Emily est la fille de Henry Emily, donc l'associé de William Afton. Et donc pour se venger il va carrément donc tuer la fille de son associé. Ensuite ce sera Puppet qui va donc consoler Charlotte Emily qui va donc mourir dans les bras de Puppet et qui va l'hanter. Alors si on fait le point, on peut se dire que il est très probable que Evan ait aussi hanté Fredbear. Quant à William, il va avoir profondément le sentiment de satisfaction en ayant assassiné la fille de son associé, mais il n'est pas entièrement vengé. C'est pour cela qu'on va s'en suivre la création de Afton Robotics dans le but de créer des robots tueurs d'enfants. Rien que ça. Alors avant ça, j'aimerais préciser que tous les animatronics que vous voyez juste en haut de la timeline, juste au-dessus, ce sont tous les animatronics que je dirais hantés ou que je dirais qu'ils ont une conscience dans ce qu'ils font. Alors c'est pour ça que j'ai mis Fredbear au niveau de la morsure de 83 et Puppet au niveau de l'assassinat de Charlotte Emily. Bref, avec ce sentiment de vengeance qu'il y a plus profond de lui, William Afton il va créer donc le Circus Baby Pizza World avec sa société de Afton Robotics. Et donc il va créer la gamme des Funtime, donc qui sont littéralement des robots tueurs. Alors dans cette gamme de robots tueurs, on a Circus Baby qui attire les enfants avec des glaces ou des sortes de cupcakes, je sais pas trop quoi. On a Ballora, une ballerine qui danse et qui attire du coup les petites enfants. On a Funtime Freddy qui lui, sa particularité c'est qu'il peut percevoir des gens ou du mouvement en tout cas autour de lui dans le noir par exemple. Il est associé souvent à Bonbon qui est tout simplement sa marionnette qui fait en sorte qu'il reste calme. On a également les petits bébés, je sais pas comment ils s'appellent. On a également les mini Rena, donc qui sont les petites ballerines de Ballora. Et on a également Funtime Chica. Et là vous allez me dire que Funtime Chica n'apparaît en aucun cas dans Sister Location. Et bien pourquoi? Et bien je vais vous le dire. C'est pour ça qu'on place Sister Location ici en 1984 et pas après tous les événements de Freddy Fazbear Pizza. Et bien car dans le Murray Costume Manor, on peut voir que on a une attraction bien présente de Chica. Donc c'est en gros Secret of the Mummy qui nous en apprend plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il nous apprend quelques détails. Bon après ça ne change rien à l'intrigue principale, mais ça nous apprend vraiment quelques détails de datation sur des restos. Donc à cette époque-là, ce qu'on peut vraiment se dire, c'est que Chica appartient encore à Edwin Murray. Edwin possède une attraction de Chica. Ils ne peuvent ainsi pas utiliser Chica dans leur Circus Baby Pizza World, car ils n'ont pas les droits sur Chica encore. Mais sachez bien qu'elle a été créée, mais ils n'ont pas eu le droit en fait de l'utiliser Chica. Fascinée par les nouveaux animatronics, Elizabeth Afton, sa fille, donc la fille de William Afton, va s'infiltrer dans le Circus Baby Pizza World, où sont entreposés les animatronics. Et malheureusement, Circus Baby va attirer Elizabeth et la tuer. A savoir que ici, l'endroit où sont entreposés tous les Funtime animatronics, c'est l'entrepôt de William Afton, donc l'entrepôt du Circus Baby Pizza World. Il se situe donc sous terre, c'est pour ça que dans FNAF Sister Location, on descend très profond avec un très grand ascenseur. On verra, c'est quelque chose qui revient souvent dans FNAF, avec la phase 2. Alors en gros, c'est ici, dans ces profondeurs, que William Afton expérimentait ses expériences sur la vie éternelle avec les animatronics et leurs matériaux qui pouvaient accrocher littéralement des âmes. Enfin bref. Surpris, son frère va aussi s'infiltrer dans le Circus Baby Pizza World. Et donc ce sont les événements de FNAF Sister Location. Alors les événements du jeu nous apprennent énormément de choses sur les animatronics,
On sait bien évidemment maintenant qu'ils veulent se rassembler pour ne former plus qu'un, pour s'échapper et s'enfuir du Circus Baby Pizza World sans se faire repérer. Alors ils vont utiliser Michael Afton qui lui est très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit et quel était le plan de son père. Alors les Funtime vont tendre un piège à ce curieux de Michael Afton. Les animatronics vont commencer à se débarrasser de leur exosquelette avec la machine du Scooper. Pour ne former plus qu'un, ils vont se rassembler en un seul et même animatronic, ce que l'on nommera ici Ennard, enfin je sais pas si on peut appeler ça un animatronics au vu de sa tête. Le piège des Funtime étant de débarrasser Michael Afton de son exosquelette, en gros le vider de l'intérieur, le vider de ses os, de ses boyaux, etc. pour s'infiltrer dedans à l'aide de la Scooper Room, qui est donc la fameuse machine du Scooper, qui est une salle permettant de détacher les exosquelettes des animatronics à la base. Mais ils vont l'utiliser sur Michael Afton et donc ça va le faire vider de l'intérieur tout simplement comme je vous ai raconté. Très joli à entendre. Et donc Ennard va pouvoir s'infiltrer dans son corps et ainsi c'est comme un costume, il va pouvoir rentrer dedans et s'enfuir en ayant l'apparence humaine. C'est ainsi que Ennard est en liberté, mais petit à petit le corps de Michael va pourrir et se décomposer. Ennard va fuir et Michael, fort heureusement, il survit. Je sais pas par quel miracle, mais il survit. On parle un peu de son père, qui à ce moment-là est totalement dévasté. Il vient quand même de perdre sa fille et son fils. Et Michael, il sait pas où il est rendu en zombie. Zombie tout violet là. Donc il est dévasté par ce qui vient de se passer. En gros, il a plus personne dans sa famille. Et sa femme, on n'en sait trop rien dans les jeux. On peut parfois la comparer également à Ballora, mais on en serait vraiment trop rien sur sa femme. Alors le projet du Circus Baby Pizza World va donc échouer, car de toute façon, il n'y a plus d'animatronics à l'intérieur, puisqu'ils sont parti s'enfuir. Alors, il va poursuivre son idée de base de créer le Freddy Fazbear Pizza. Où les animatronics seront moins agressifs. Donc il va poursuivre son idée, c'était vraiment son idée à la base de ce qu'il voulait faire. Donc ici vous avez vu que j'ai mis 1984 exactement comme le Circus Baby Pizza World, car il y a une petite incohérence ici. On a vraiment très peu d'écart entre les restaurants du tout début. C'est vraiment très bizarre, c'est pour ça que on hésite souvent à mettre le Circus Baby Pizza World au début de la timeline ou à la fin, mais moi je le mets quand même au début. Comme si à la base il voulait créer le Freddy Fazbear Pizza, mais que, pris de vengeance, il a voulu créer des animatronics tueurs, donc créer le Circus Baby Pizza World. On voit tellement que l'affiche est tellement attrayante, alors que c'est juste des robots tueurs en fait. Donc voilà, avec Henry ils vont créer le tout premier Freddy Fazbear Pizza, où les animatronics, comme je l'ai dit, seront moins agressifs, pour éviter d'autres accidents, comme ça a été le cas pour les précédents restaurant. Donc étant encore plus enragé, il va donc tuer 5 enfants dans ce même restaurant. Enfants que donc Puppet, donc Charlotte, va redonner vie en les mettant dans les animatronics. Elle va en tout cas mettre les corps des enfants dans les animatronics. C'est le Missing Children Incident. D'ailleurs on peut mentionner ici que Golden Freddy est présent et que Puppet, on ne le voit pas dans le mini-jeu, mais normalement elle va mettre donc le corps de l'enfant dans le Golden Freddy qui est, tenez-vous bien, Fredbear. Donc Fredbear contient actuellement 2 âmes. Ce qui explique beaucoup de choses, mais bon, j'ai tellement de trucs à détailler sur ce lore que... Et donc ensuite, en 1986, c'est un nouveau restaurant qui est créé, car les meurtres des Missing Children Incident ont fait fermer le premier restaurant, donc le premier Freddy Fazbear Pizza, avec les versions Wizarded que l'on retrouvera dans le deuxième, dans FNAF 2. Et donc dans ce tout nouveau restaurant, donc le Freddy Fazbear Pizza, ce sera donc les versions Toys que l'on retrouvera. On aura également toujours les anciens animatronics du tout premier. Michael va vouloir déjouer les plans de son père, donc il va être très curieux, donc il va venir dans le Freddy Fazbear Pizza, deuxième du nom avec les Toys. C'est ainsi que se déroule donc FNAF 2, l'effet de FNAF 2, c'est on joue Michael. Et donc pourquoi on voit que dans le 2, on ne s'appelle pas Michael Afton? Eh bien tout simplement parce que pour essayer de dissimuler qui il est, il ne doit pas révéler son identité, car tout simplement en fait il est un zombie. Il veut se cacher le plus possible, c'est pour ça que on le renomme autrement. Et c'est également pour ça qu'on place Sister Location avant l'effet de FNAF 2 et de FNAF 1 et de FNAF 3. C'est également pour ça. Enfin bref, c'est en 1997 qu'a lieu la morsure de 87, avec Mongul qui défonce littéralement le lobe frontal du gardien de nuit. Le resto est encore une fois fermé, et la société commence à être ruinée et pauvre. Ils vont alors ouvrir le 3e restaurant plus modeste. C'est un restaurant d'apparence plus simple, mettant en scène des animatronics du tout premier restaurant. Donc ils contiennent littéralement les corps à l'intérieur d'eux. Ils ont été donc reconstruits, pour ça qu'ils sont d'apparence différente des Wizarded, qui sont supposés être à la base les animatronics du premier Freddy Fazbear Pizza. Et donc l'effet de FNAF 1 se déroule, donc on joue pareillement Michael Afton, qui est gardien de nuit dans cette pizzeria, qui essaye de comprendre un peu tout ce qui se passe dans ce restaurant, de par le Phone Guys, dans le FNAF 2 et dans le FNAF 1.
Il comprend ainsi un peu le plan de son père William Afton qui était de tuer tous les enfants en fait. Donc après, le troisième Freddy Fazbear Pizza va fermer ses portes. Pourquoi? Et bien tout simplement par suspicion d'odeur, de pourriture, ce qui est un peu normal probablement à cause des corps des enfants qui sont littéralement en train de pourrir dans les animatronics et de se décomposer. Suite à cela, William Afton reviendra au resto pour démonter les anciens animatronics. Mais son piège se retournera contre lui, puisque les âmes des enfants vont l'encercler et le piéger. Il va se réfugier dans son vieux costume de Spring Block de Spring Bonnie, mais étant défectueux au vu du temps qu'il a passé dans une pièce avec de l'humidité, etc. On sait que les costumes à Spring Block n'aiment pas du tout l'humidité. Le costume se referme contre lui, c'est le Spring Block Failure, et il devient Spring Trap, piégé et broyé littéralement dans son costume à Spring Block. Les âmes des enfants sont alors vengées. Elles sont alors libérées, les âmes des enfants reposent en paix. Donc si on fait un peu le point sur les âmes encore restantes, donc on a l'âme de William Afton qui va hanter le costume de Spring Block, donc Spring Trap. On a toujours notre Circus Baby, on a toujours également Puppet. Fredbear, donc Golden Freddy, est à ce moment-là donc libéré. Ennard par contre est encore dans la course. Donc, cependant, une question reste toujours en suspens, qui est devenue Golden Freddy, puisque Golden Freddy était hanté par deux âmes supposées, donc le Crying Child, mais également Cassidy. Donc Cassidy est bien donc libérée puisque elle faisait partie du Missing Children Incident, tandis que le Crying Child, on sait pas trop puisque lui, il n'est pas reposé en paix puisque il n'a pas pu participer à l'enfermement de Springtrap, enfin de William Afton. Et même s'il y aurait participé, ça n'aurait pas vengé tout simplement son âme puisque lui, ce n'est pas William Afton qui l'a tué, mais plutôt Michael Afton. Donc on ne sait pas ce qu'il devient. Donc on a, si on compte bien, Ennard, Circus Baby, Puppet et Springtrap. Donc on a 4 animatronics encore en course. Enfin, plutôt 3, puisque Ennard contient également Circus Baby, j'avais oublié ça. Alors après, tenez-vous bien, après tous ces mystères, ces théories sur ces fameuses Fazbear Entertainment, qui est une société qui est littéralement qui a sombré. On arrive aux années 2000, donc 10 ans plus tard. Donc toutes les pizzerias sont tombées en ruine depuis là. Et donc des gens viennent récupérer ce qu'il en reste pour en faire une attraction d'horreur se basant sur les faits qui se sont potentiellement passés, sur les meurtres, etc. Et donc cette attraction d'horreur se nommant le Fazbear's Fright. Donc ils récupèrent donc comme je vous l'ai dit tous les éléments du restaurant, donc des casques, des petites mascottes, et ils trouvent bien évidemment William Afton, donc le Springtrap, qu'ils emmènent également dans l'attraction, donc le Fazbear's Fright. Malheureusement pour eux, c'était une mauvaise idée. Ensuite on a donc toujours Michael, je sais pas comment vous l'appelez vous, qui va en tant que gardien de nuit au Fazbear Fright, et malheureusement pour lui il fait la rencontre de son père dans le costume du Springtrap. Son père tentera donc de le tuer, mais il n'y parviendra pas et Michael Afton donc mettra le feu au Fazbear Fright, mais on pourra voir que Springtrap restera toujours en vie. Et donc qu'est-ce qu'il va faire Springtrap? Il va donc, vu qu'en fait Springtrap est totalement brûlé, ça fait déjà regarder à quoi il ressemble à la base, alors si le bâtiment prend feu avec lui dedans, eh bien son costume doit être bien dégommé. Donc ce qu'il va faire, il va essayer de se modifier en prenant plein d'éléments d'autres animatronics et il va ressembler à un lapin un peu plus bizarre. Enfin bref, il se transforme en Scraptrap. Ensuite, parlons un peu de Ennard, puisque Ennard, qu'est-ce qu'il en devient? Eh bien, il en a marre littéralement de Circus Baby, qui fait ses propres idées, parce qu'en fait, littéralement, Circus Baby est une vraie âme, qui est coincée avec Ennard en fait. Et donc, ce qu'il va faire Ennard, c'est qu'il va tout simplement jarter Circus Baby. Et donc, il va devenir Molten Freddy, car lui aussi, il en a un peu marre de son masque apparemment. Et donc, Circus Baby va devenir tout simplement Scraptrap, que l'on voit juste à côté de Molten Freddy dans la timeline. Alors, est-ce qu'on en parle de Puppet? Qu'est-ce qu'elle devient? Puisque Puppet, c'est celle qui est résistante depuis toujours, qui n'a pas pu se venger. Elle a toujours voulu être bienveillante avec les animatronics. Mais qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, on attaque à la phase du plan de Henry Emily. Alors c'est un coup de génie, un véritable coup de génie, puisqu'il va organiser son plan en 2 étapes. Le plan 1, enfin la partie 1, c'est d'enfermer Puppet dans Lefty pour ne pas qu'elle s'enfuit, et pour qu'il la ramène avec les autres animatronics, à savoir donc Scraptrap, Scrap Baby et Molten Freddy. Donc voilà, il va l'enfermer dans Lefty, donc un animatronics d'apparence Freddy noir, pour tout simplement pas qu'elle s'échappe, pour qu'elle tout simplement repose en paix. Sa partie 2 de son plan, c'est tout simplement de créer une fausse pizzeria, attirant donc tous les esprits vengeurs, donc comme William Afton qui veut encore tuer les enfants, Ennard qui veut retrouver donc William Afton, en fait je sais pas ce qu'il veut Ennard. Enfin, Ennard est devenu Molten Freddy, je le rappelle. Et Circus Baby, qui elle, c'est une enfant, elle sait pas trop quoi faire, elle est dans un animatronics, elle sait pas trop quoi faire. On n'en sait trop rien de leur volonté, en tout cas, tout ce qu'elle va vouloir faire, c'est rétablir l'ordre, et Henry Emily va vouloir rétablir l'ordre et faire reposer en paix toutes les âmes. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va créer, donc comme je vous l'ai dit, un faux restaurant, attirant ainsi tous les méchants,
Ensuite il va mettre Michael Afton à l'intérieur en tant que gardien de nuit. Et il va tout faire brûler pour ainsi faire reposer l'âme de tout le monde. Malheureusement on ne sait pas ce qu'il en reste, mais on sait grâce à Security Breach que Molten Freddy survit. On sait bien évidemment que Molten Freddy donc deviendra le blob, c'est pour ça que j'ai marqué que les âmes se reposeront tous en paix, à part Molten Freddy qui deviendra le blob. À la suite de la timeline, eh bien, il se passe rien en réalité, c'est juste de la croyance, puisque on va nous sortir un jeu qui est Ultimate Custom Night, donc d'apparence juste, tu peux customiser ta nuit avec tous les animatronics de tous les jeux, mais en fait, ça regorge plein de lore. Enfin, juste une petite partie qui nous fait dire que William Afton est bien mort, c'est une confirmation. Est-ce qu'il réapparaîtra sous une autre forme, glitchera par exemple? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est physiquement mort et qu'il est parti aux enfers où il combat à jamais ses créations donc de Fazbear Entertainment, ses animatronics, il les combat jusqu'à la fin de ses jours. Après, est-ce que informatiquement, est-ce que numériquement, il s'en sortira comme je vous l'ai dit avec Glitch Trap? On n'en sait rien, on fera ça dans la phase 2, juste tout de suite en fait là. Voilà un peu pour la phase 1, ça m'a pris énormément de temps, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Si vous avez des questions ou des trucs où vous n'êtes pas en accord, écoutez, moi c'est comme ça que je pense le truc. Hein. Et puis n'hésitez pas à me proposer aussi si c'est intéressant bien sûr. Et nous on passe direct à la phase 2. Passons dès à présent à la phase 2. Alors à partir de cette phase, spoiler alerte, on entre dans une zone incertaine où les théories sont nombreuses et sont assez folles les unes les autres. Et elles ne sont pas toutes affirmées, alors ici j'ai décidé de diviser bien la timeline donc en 3 phases. Mais on parlera bien évidemment des 2 phases en bien approfondies, donc celle-ci et celle d'avant. La 3e phase vous verrez que elle est très compliquée à résoudre, on peut même pas la résoudre pour le moment. Enfin bref, cette phase-ci, si vous vous y perdez, c'est normal. Donc en effet, cette phase se démarque particulièrement, totalement des jeux précédents que nous avons vus, car c'est Steelwool Studio qui a repris le flambeau des jeux de FNAF. C'est lui qui a repris la suite, c'est ce studio qui a repris cette suite. Ici nous avons affaire à une grande différence, c'est dans cette phase qu'on va introduire de nouvelles notions assez nombreuses et assez bizarres comme le Remnant, ou le monde AR par exemple. Il va falloir s'accrocher pour cette phase pour bien tout comprendre, mais c'est pas grave, on va y aller tout doucement pour que vous compreniez absolument tout. Alors, reprenons tout doucement, en établissant ce qu'on sait déjà. Donc on sait que William Afton, alias Scrap Trap à ce moment-là, n'est plus vivant, il a tout simplement reposé en paix dans l'incendie de FFPS. Il est parti ensuite dans son enfer où il doit surmonter ses nombreuses créations à l'infini. On a également une société donc Fazbear Entertainment qui se fait de plus en plus pauvre de par toutes les rumeurs et établissements qui ont échoué. Et bien pour casser cela, ils vont créer un jeu vidéo VR permettant aux rumeurs d'être cassées. En gros, dans ce jeu, donc on joue à un jeu dans un jeu. Et donc pour créer ce jeu, Fazbear Entertainment a dû recourir à de nombreux fichiers et dossiers et documents des anciens restaurants, des vieux fichiers, des ruines des anciens restaurants on peut dire. Donc avec le succès de ce mini-jeu VR qui cassera les rumeurs sur Fazbear Entertainment et tous ces restaurants et locaux, ils ont un plan tout prévu, ils vont créer un méga pizzaplex, le Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, le plus gros restaurant jamais construit de Fazbear Entertainment. Mais pour cela, ils ont besoin de beaucoup d'argent et beaucoup de bonne réputation, car après tout ce qu'ils ont subi, ils vont devoir remonter la pente tout doucement. C'est pour ça qu'ils créent ce jeu pour préparer les nombreuses personnes à cette remontée. Et donc dans ce restaurant, on aura de nombreux nouveaux animatronics, nommés la gamme des Glamrock, qui auront des puces de personnalité. Et donc grâce au succès du jeu, comme je l'ai dit, ils vont pouvoir créer ces nouveaux animatronics, donc ils sont assez nombreux quand même. On a donc Glamrock Freddy, Glamrock Bonnie, Glamrock Chica et Roxy, qui prendra du coup la place de Foxy. Pourquoi? Eh bien je ne sais pas, c'est vraiment une question qui est beaucoup en suspens et qui a déçu les fans. D'ailleurs on y reviendra pour le cas de Bonnie un peu plus tard. On a également beaucoup d'autres animatronics qui sont présents dans cette gamme de Glamrock, dans ce méga Pizzaplex, notamment le DJ Music Man,
littéralement l'animatronics le plus cool jamais conçu. On a également Moondrop et Sundrop qui sont donc eux les animateurs de la garderie. Et d'autres animatronics que je mentionnerai pas ici car ils sont beaucoup moins importants en fait. Donc le restaurant Mega Pizzaplex commence à se construire de plus en plus. Le jeu se développe de plus en plus et on apprend du coup petit à petit que le Mega Pizzaplex est littéralement construit au-dessus de l'ancien restaurant. Donc c'est la terrible erreur que Fazbear Entertainment n'aurait jamais dû faire. Donc en gros ils ont construit le Mega Pizzaplex au-dessus du restaurant Freddy Fazbear Pizza Place, donc le restaurant de FFPS où toutes les âmes sont mortes en dessous. Donc en gros ils ont construit un restaurant par-dessus les âmes. Donc c'est une terrible mauvaise idée, sachant que Molten Freddy n'est pas reposé en paix. C'est pour ça qu'on apprend ensuite que Molten Freddy va se reconstruire en prenant le remnant de Scrap Baby et de Puppet. On y viendra un peu plus tard. Donc on y vient à l'ouverture de ce méga Pizzaplex qui va attirer énormément de monde. Heureusement, au vu de sa grandeur, qu'il attire énormément de monde, je veux dire. Ils ont donc réussi à casser les rumeurs et à faire venir beaucoup d'audience. Mais ce n'est qu'un début car le jeu VR que l'on a vu précédemment, donc le L-Pointed, le jeu VR dans le vrai jeu, dans le lore je veux dire, il va être corrompu par un certain virus car les développeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont développé le jeu à partir d'anciens dossiers, des anciens restos. Seulement on sait que dans les anciens restos, William Afton expérimenté et a travaillé littéralement toute sa vie sur son projet et donc il a laissé donc les traces de sa volonté, de sa personnalité, ce qui en développant le jeu donc dans le lore donnera naissance au fameux virus que l'on nommera ici Glitchwrapped. Donc le virus va petit à petit prendre le contrôle des différents joueurs jouant au jeu. C'est ainsi que le fait de FNAF L-Pointed se déroulera. Et donc Vanessa va se faire corrompre par le virus Glitchwrapped. C'est là qu'on a introduit le personnage de Vanessa, donc on joue Vanessa qui se fait petit à petit corrompre par le virus de Glitchwrapped dans le jeu L-Pointed. Donc le virus étant la conscience numérique d'Afton, qui refuse la défaite de la vie éternelle dans son enfer. Il désire retrouver donc un corps ou reprendre vie pour semer une nouvelle fois le chaos. Donc Vanessa, donc comme je vous l'ai dit, une fois qu'elle se sera fait corrompre par le virus Glitchwrapped, donc Vanessa c'est tout simplement une employée du Mega Pizzaplex. Et donc on verra qu'elle ira même jusqu'à prendre une séance de psy, car vraiment elle se fait corrompre littéralement par une entité qu'elle ne connaît pas. Elle va commencer à se parler à soi-même, etc. Et elle va se cacher sous un costume se nommant Vanny, elle va devenir Vanny. C'est là qu'on va marquer l'effet que elle aidera pleinement Glitchwrapped à retrouver un corps. Et donc Vanny va tout faire pour aider Glitchwrapped, alias la conscience numérique de William Afton, à revenir à la vie grâce à son ancien corps devenu Burntrapped, qui est rendu donc enfermé sous le Pizzaplex avec donc Molten Freddy. Et donc pour cela elle va commencer par corrompre les animatronics, faisant en sorte que les animatronics du Mega Pizzaplex ne peuvent pas la voir sous son costume de lapin. Ce qui va donc l'aider beaucoup dans sa démarche de pouvoir libérer. Dans ce cas-là, elle ne pourra pas se faire prendre par personne, ni par les caméras de sécurité, ni par rien du tout, car elle ne pourra pas être vue tout simplement. Et donc ça marque vraiment l'effet que Vanessa devient Vanny, donc c'est vraiment une autre personne totalement à part. C'est là que Glitchwrapped va donc indiquer à Vanny où se trouve son ancien corps, donc le corps de William Afton qui a brûlé, qui ne se nomme plus Scrap Trap, mais bien Burntrap, on verra un peu plus tard. Et donc voilà, elle va tout faire pour aider ce fameux Glitchwrapped qui la contrôle. Maintenant, dans le Pizzaplex se déroule un événement aussi un peu tragique, car on a lieu soudainement au remplacement de Glamrock Bonnie, qui se fait dans la plus grande discrétion. Personne ne veut avouer ce qui s'est passé, enfin Fazbear Entertainment ne dévoile pas pourquoi du comment, en ce qui concerne le remplacement de Glamrock Bonnie par Monty. Donc ici c'est carrément une mascotte principale du gang des 4 animatronics qui va changer pour devenir Monty. Donc là c'est les théories qui s'affolent, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, pourquoi, on ne sait, alors d'aujourd'hui on ne sait toujours pas. Certaines théories supposent que Glamrock Bonnie aurait aidé un enfant à s'échapper du Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, mais il n'aurait pas réussi et Vanny aurait voulu le démolir, enfin envoyer les animatronics
dont Monty le démolir, car Glamrock Freddy aurait découvert potentiellement donc la vérité sur Vanny, en même temps que sa volonté de vouloir sauver l'enfant. Enfin bref, on passe un peu les détails sur ça puisqu'on n'en sait trop rien sur le cas de Glamrock Bonnie. On sait juste qu'il a été remplacé par Monty et que Monty c'est lui le responsable de sa destruction. Après, est-ce qu'il était conscient qu'il faisait ça ou non? On n'en sait trop rien. Très vite les choses vont s'accélérer, le changement de Glamrock Bonnie à Monty va se faire de plus en plus rapidement et un nouveau jeu réalité virtuelle va sortir, mais cette fois-ci non pas pour le grand public mais pour les employés du Mega Pizzaplex. Alors c'est un masque VR pour former donc les employés du Mega Pizzaplex grâce à ce qu'on appelle le monde AR. Donc qu'est-ce que le monde AR? Eh bien c'est tout simplement où notre vision change complètement. En gros, ce masque modifie totalement ce que nous pensons du monde. Il manipule notre cerveau pour nous faire croire d'autres choses. C'est ainsi qu'on peut se téléporter, voyager, passer à travers des objets. Enfin, c'est assez spécial, c'est un monde parallèle, un univers parallèle. Enfin bref, on ne développera pas trop là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que vraiment, les employés, à partir de la transition entre Glamrock Bonnie et Monty, sont formés de par ce masque. C'est une révolution un peu technologique et ça aidera beaucoup les employés à surmonter aux tâches de Fazbear Entertainment. Alors ensuite, repassons un peu sous terre, puisque sous terre, donc sous le Mega Pizzaplex, se passent des choses encore plus étranges. Plus que ce que vous ne pensez. Car en vrai, encore une fois, on va avoir affaire à Molten Freddy, qui cette fois donc va s'aider du Pizzaplex et de ses tentacules pour passer à travers et voler les pièces d'animatronics du musée. Parce qu'en fait, je vous ai pas expliqué, mais dans le Pizzaplex, on a une partie qui est musée, où on retrouve donc tous les animatronics des anciens jeux, donc des anciens restaurants. Et donc, Molten Freddy va donc voler ces parties d'animatronics et se reconstruire. C'est comme ça qu'on le nommera donc plus ici Molten Freddy, mais bien le Blob. Donc il devient vraiment une montagne de circuits électriques, de pièces mécaniques, ou je sais pas, que vous l'appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il se gorgera de Remnant, encore plus qu'avec les âmes de Scrap Baby et Puppet. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que le Remnant? Car j'en ai pas encore parlé. Enfin, je l'ai pas encore défini alors que j'en ai déjà parlé précédemment. Alors, le Remnant, c'est comme une substance. La substance qui est par les âmes, c'est l'essence des âmes. C'est quelque chose qui est assez compliqué à définir. En gros, c'est comme une substance physique qui représente l'âme de n'importe qui, d'un enfant ou même d'autres humains. En gros, on apprend que c'est grâce à cela que les animatronics peuvent prendre vie et peuvent tout simplement être possédés. Bien qu'à la base, Molten Freddy est donc le seul animatronics ne comportant aucune âme. Car à la base, il est issu donc, si vous vous souvenez bien, de Ennard qui à la base donc avait quand même Circus Baby avec l'âme de Elizabeth. Mais après ça donc il va se gorger donc de Remnant. C'est grâce à ça qu'il va survivre. Il va se gorger de Remnant à l'aide de tous les animatronics dont je vous ai parlé. Il prendra également donc Chica du musée, mais d'autres âmes. En gros, le Remnant c'est pas forcément une âme qui est encore hantée, puisqu'on sait que Chica repose en paix. Elle possède quand même du Remnant dans Chica, bien que l'âme soit reposée en paix. Je sais pas si vous comprenez, c'est une notion assez dure à expliquer et à comprendre. Enfin bref, à l'heure d'aujourd'hui, le blob est rempli et gorgé de Remnant, de par donc ses vols au musée et de par Crab Baby et Puppet. Ensuite, on apprendra donc que le Mimic, c'est à ce moment-là que je vais introduire le Mimic dans l'histoire de FNAF, et c'est à ce moment-là que ça va partir dans tous les sens. Le Mimic, on apprend qu'il est aussi enfermé sous le Pizzaplex et qu'il va donc attirer aussi des personnes, dont Grégory. Pourquoi il va attirer Grégory? Grégory, on va apprendre plus tard que c'est quelqu'un qui est super fort en informatique et super fort en jeux vidéo, notamment dans le Pizzaplex, avec les différentes bornes d'arcade qu'il a démolies en explosant leur record. Enfin bref, il est super fort en informatique, il est capable de pirater n'importe quoi. C'est pour ça que le Mimic va donc faire appel à lui, il va donc le manipuler, de la même manière que Glitchrapt le fait avec Vanessa. Donc si on fait le point un petit peu, on a 3 entités conscientes enfermées sous le Pizzaplex. On a d'un côté donc le Mimic qui attire donc Grégory, on a le Blob qui est un peu lui à part, il est un peu seul lui, de son côté, il se gorge de Remnant et tout, il influence personne, lui il vit sa petite vie en se gorgeant de Remnant.
Et on a de notre côté la conscience numérique de Afton, de par Glitchrapt, qui lui va attirer Vanessa, alias Vanille, à rejoindre son corps, donc Burntrap, qui est avec le blob et le mimique sous terre. Mais attention, Burntrap n'est pas encore vivant. Donc Vanille va tout faire pour l'aider comme je l'ai dit, et parmi un de ses plans, elle va donc creuser sous terre pour essayer de retrouver Burntrap. C'est pour ça qu'elle va prendre le contrôle des animatronics, donc des Glamrock, pour s'aider d'eux à retrouver Burntrap. Malheureusement, elle ne parviendra pas, elle va un peu galérer. On sait pas en tout cas si elle va réussir. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va galérer à retrouver Burntrap. Donc ensuite, maintenant qu'on sait qui est Grégory, on peut dire que lui aussi, il va être soumis à des séances chez le psy. Mais Grégory étant le GGY, c'est la mention dans les livres d'un perso, il va donc pirater le Pizzaplex, toujours sous l'emprise du mimique. Il n'est pas lui-même, il n'est absolument pas conscient, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est comme s'il était entièrement contrôlé. La phase du plan de mimique, c'est très simple. Attirer Grégory à pirater tout le Pizzaplex, puis venir le chercher au fin fond du Pizzaplex pour le libérer. Donc c'est ensuite les faits de FNAF Security Breach qui vont se dérouler. Donc à ce moment-là, on a Grégory. On incarne donc Grégory qui va entrer dans le Pizzaplex. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien on apprend que Grégory se réveille de l'emprise du mimique au moment le plus fatal, que c'est au moment où le mimique entamait sa dernière phase de son plan, donc le libérer. Il avait tout piraté, là il manquait plus qu'à libérer le mimique, et le mimique était libéré, et là Grégory se réveille de l'emprise du mimique. Donc le mimique échoue sur son plan. Mais c'est pas fini car Grégory doit terminer son plan, donc à s'échapper le plus loin possible du Pizzaplex. Et donc ce qu'il va faire, c'est que avec Glamrock Freddy, ils vont parvenir à... Ils vont essayer de s'échapper, mais ils ne vont pas réussir. Donc force de temps passé dans le Pizzaplex, Grégory va remarquer qu'il se passe quelque chose d'anormal, autre qu'avec le mimique. Il va remarquer un certain lapin, se révélant être Vanille elle-même, mais il va trouver ça bizarre car, en effet, il trouve que les animatronics agissent de façon bizarre. Donc avec Glamrock Freddy, il va détruire les animatronics, littéralement. Et il va se rendre compte que Vanessa est prise sous contrôle de quelqu'un, il ne sait pas trop qui, puisqu'il ne connaît pas Glitchrapt à ce moment-là. Et donc il va finir par libérer Vanessa de l'emprise de Glitchrapt. C'est là que toutes les entités ont perdu. Glitchrapt est détruit, Glitchrapt n'existe plus, William Afton ne reviendra probablement plus jamais. Il est enfin détruit, sa conscience numérique est totalement détruite. Son corps et son âme étaient déjà détruits et enfermés dans son enfer. Et à présent, il n'a plus de conscience numérique, à moins que Fazbear Entertainment refasse volontairement un jeu mettant en scène le Glitchrapt, mais ça m'étonnerait. Quant au mimique, c'est pareil, il a échoué. Grégory s'est libéré de son plein contrôle. Et donc ils vont s'enfuir avec la tête de Glamrock Freddy. C'est la fin donc Princess Quest de FNAF Security Breach. Donc là on n'a plus aucune entité. Enfin si, les seules entités qu'on a c'est le blob, on ne sait pas trop ce qu'il va faire de la suite du lore. Et le mimique. Alors le mimique, il est encore bloqué à ce moment-là comme je vous l'ai dit. Ensuite, c'est à ce moment-là que le Pizzaplex va donc prendre feu et tomber en ruine. Puis c'est les événements de Hellpantid 2 qui vont prendre le relais avec probablement le père de Cassie qui joue dans ce monde AR. Il va donc se retrouver contraint de donner le masque du monde AR à Cassie. C'est là que j'introduis le personnage Cassie. Donc qui est Cassie ? Donc Cassie c'est littéralement la meilleure amie de Grégory. Son seul ami d'enfance c'est Grégory à Cassie. Donc pourquoi j'introduis ce personnage et pourquoi je dis que le père de Cassie va donc donner le masque à R ? Car le mimique n'a pas fini avec son plan. Maintenant qu'il a pu manipuler quelqu'un, à savoir Grégory, il va donc pouvoir manipuler toute personne connaissant Grégory. Malheureusement, Grégory ne connaît pas grand monde, on ne sait pas grand chose sur lui, mais le mimique non plus, puisque il en vient à appeler quelqu'un qui n'est pas si proche de lui, pas quelqu'un de sa famille ou quoi, mais son ami, donc sa meilleure amie, qui est donc Cassie. Donc qu'est-ce qu'il va faire le mimique ? Il va imiter donc la voix de Grégory, mettant en scène un Grégory coincé au fin fond du Pizzaplex. Il va donc appeler Cassie en lui disant que il est coincé depuis tout ce temps au fin fond du Pizzaplex. Cassie donc va le croire
Elle ne sait donc pas que c'est le faux Mimic, enfin le faux Grégory et donc Mimic qui l'appelle. Donc elle va partir à sa rescousse, et c'est là qu'elle va tomber sur un staffbot qui va donc lui donner le masque AR, qui le staffbot est plus ou moins son père, on ne sait pas comment ni pourquoi, mais pour moi c'est son père qui lui donne. On a plusieurs en effet éléments qui nous donnent des indices à propos de ça. Et donc grâce au monde AR, Cassie va pouvoir libérer le Mimic. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a défini un peu le monde AR, mais il manquait une chose. Le monde AR a été en effet conçu pour emprisonner le Mimic. C'est à cause de ça que le Mimic est coincé dans le Pizzaplex. Pourquoi? Car il y a une entité bien spécifique qui bloque Mimic où il est. C'est donc l'entité MXES qui maintient le Mimic dans les ruines du Pizzaplex, au fin fond du Pizzaplex. Mais Cassie va réussir à débloquer tous les nœuds créés par donc on ne sait pas qui pour maintenir le Mimic ici. Et j'ai oublié de préciser que ça c'était l'effet du jeu Security Breach Ruin, donc du DLC Ruin. Et donc à la fin elle parvient donc à libérer le Mimic, et Cassie, sans s'en rendre compte, bien sûr elle est sous l'emprise du Mimic qui lui parle sous la voix de Grégory. Elle le manipule en gros, mais Cassie reste coincée au plus profond du Pizzaplex à cause d'une ascenseur que Grégory, le faux ou le vrai, a lâché. En effet, tout ça est un peu flou, c'est un peu bizarre. Tout ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est que le Mimic est libéré, le blob est toujours enseveli au fin fond du Pizzaplex. On sait pas si du coup il a pu s'en aller, puisque avec ses tentacules il pourrait très bien s'en aller, sauf qu'on ne sait pas si il aide William Afton à revenir à la vie, bien que William Afton est définitivement capote pour moi. Enfin bref, voilà ce qu'il en est pour cette fameuse phase 2, très difficile à expliquer, je vous avoue. Pour moi ça a été très dur de vous faire un petit résumé de toute cette phase qui est vraiment l'une des phases les plus compliquées. C'est quand même une phase qui est très passionnante, je trouve. C'est clair que c'est très futuriste et très technologique avec donc les mondes AR et même le monde VR donc. Mais également le Remnant, mais le Remnant était déjà bien donc mentionné dès FNAF FFPS, sauf que je n'avais pas l'intention de vous le mentionner avant puisqu'il ne servait tout simplement à rien de le mentionner avant. C'est ici qu'il prend un peu plus d'importance, bien qu'on le sent bien qu'il va y avoir une suite, on sent bien que le blob il n'est pas là au fin fond du Pizzaplex à rien faire, on sent bien qu'il va avoir un rôle bien important. Le Mimic, bon c'est la principale intrigue de la phase 3, donc il est libéré, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont ses volontés? Eh bien on n'en sait rien, c'est pour ça que ils nous ont fait un jeu censé nous en révéler plus à ce sujet, mais moi personnellement je n'ai rien compris, alors je vais essayer de un peu plus analyser avant d'ouvrir la phase 3. En tout cas voilà, je vous montre à l'heure d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est pour moi de la phase 3. Alors en fait elle est absolument pas complétée, on a d'un côté un retour dans le temps et de l'autre la continuité de ruines qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc comme je vous l'ai dit, le retour dans le temps, à quoi il nous sert? Il nous sert tout simplement à nous rendre compte de qu'est-ce que veut le Mimic en s'échappant. On sait qu'il s'est échappé, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que va devenir le blob? On n'en sait rien du tout. La suite, je sais pas comment ils vont l'écrire. Maintenant que tout le monde est libéré, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont créer un autre restaurant? Est-ce que Fazbear Entertainment, je veux dire, créera un autre restaurant? Ça me paraît un peu abusif de recréer un restaurant après 6 gros projets être en ruine au bout de si peu de temps. Qu'est-ce que va devenir Fazbear Entertainment du coup? On n'en sait rien non plus. On sait vraiment rien de ce qui va se passer. En effet, Secret of the Mimic nous apprend pas mal de choses quand même, mais je dirais que la prochaine suite qu'on attend, bah du coup avec Secret of the Mimic, c'est un Secret of the Mimic 2. Alors qu'avant Secret of the Mimic, on voulait savoir la suite de Cassie, de qu'est-ce qui lui arrivait, etc. Mais maintenant, on veut savoir vraiment le secret du Mimic parce qu'on ne l'a pas vraiment révélé. Donc en tout cas, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on sait? C'est bien pour nous, puisqu'on sait déjà que William Afton est définitivement mort. Après, est-ce qu'ils le remettront en scène? C'est possible, mais j'espère pas honnêtement, parce que ça ferait un peu trop abusif. Ou alors, faudrait faire un truc bien, mais ça me semble un peu compliqué de faire ça. On sait que le Mimic, par contre, est bel et bien, lui, en liberté. Ce sera lui qui sera vraiment le méchant principal de la phase 3. La phase 3 ne fait que commencer, je précise, hein.
C'est pour ça qu'on ne peut pas la résoudre. Bien sûr, je vais vous faire une petite résumé de la phase 3 avec juste le résumé de Secret of the Mimic, ce qui nous apprend quand même, puisqu'il nous révèle quand même des secrets, comme je vous l'ai dit, hein, mais c'est juste, moi, j'ai un peu galéré à comprendre à première vue, donc je vais essayer d'analyser ça un peu plus en détail. Par contre, on sait qu'il y a le blob, et ça vraiment, c'est la plus grosse question, qu'est-ce qu'il fout là, le blob? Que la question de Evan Afton, est-ce qu'il est dans Golden Freddy, qu'est-ce qu'il fout encore dans Golden Freddy, où il est, bah on n'en sait rien du tout, on sait pas où est le Golden Freddy, il est sûrement soit dans un vieux restaurant ou quoi. On aura peut-être de l'importance dans les futurs jeux, mais ça m'étonnerait quand même de revenir sur Golden Freddy après tout ce temps. Ça me semblerait très bizarre de faire ça en tout cas. Enfin voilà, passons direct à la phase 3. Et on est parti directement pour cette phase 3 de FNAF, la phase du Mimic. Qu'est-ce que va faire le Mimic une fois qu'il est libéré? Alors cette phase, comme vous avez remarqué, elle est en effet divisée en deux parties. On a la partie présente avec la suite de FNAF Ruin et la partie donc retour dans le passé où nous allons voir avec le Mirai Costume Manor, avec le jeu Secret of the Mimic qui nous lâche en fait des gros flous. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un prochain jeu ou d'un DLC pour nous éclairer encore plus, car on peut pas faire tout simplement la timeline complète, on peut ni prédire un peu ce qui va se passer dans la suite de Ruin, c'est totalement impossible pour le moment. On a besoin de nombreuses réponses et j'espère que le prochain jeu pourra nous en éclairer beaucoup plus, car là on a avec Secret of the Mimic un jeu qui nous brouille un peu les pistes, qui nous ouvre plein de possibilités, plein de chemins, mais qui nous brouille un peu les pistes sur la suite de Ruin, donc voilà. Faut vraiment se dire que ce retour dans le temps est totalement nécessaire pour la suite de Ruin, car on n'aurait vraiment pas pu expliquer qu'est-ce que le Mimic aurait fait sans un retour dans le temps en fait, on peut pas savoir. Alors à moins qu'il nous balance un jeu comme ça, sans retour dans le temps, avec un Mimic enragé, voilà, qui détruit tout le monde et qui a le même objectif que William Afton et que les autres antagonistes qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Mais c'est un peu rengaine, c'est un peu la même chose, du coup ils ont décidé de faire un retour dans le temps pour nous expliquer vraiment les réelles intentions du Mimic et un peu les origines, ses origines, son secret. Et malheureusement on n'en sait rien avec ce jeu qui est censé nous répondre à tout ça. C'est pour ça que vraiment on attend une suite à ce jeu et vraiment j'espère qu'il nous en révélera énormément. En tout cas il y a un énorme potentiel pour Secret of the Mimic 2 pour nous ouvrir vraiment de nouvelles portes pour Ruin et pour nous hyper à fond. Alors on est parti pour la timeline, ici je ne ferai pas la deuxième partie. En fait la deuxième partie ce qu'on va juste se dire c'est faire le petit point et se dire quel animatronics il reste en liberté après ce qu'on a fait après la phase 2. Donc après la phase 2 on sait que le Mimic est libéré, que le blob est resté au fin fond du Pizzaplex, peut-être, ou peut-être que lui aussi s'en est échappé. Donc peut-être que aussi lui aura son importance dans les futurs jeux. En tout cas on sait qu'il y a le Mimic, le blob, en tout cas Burntrap est un corps inanimé, qui est mort à jamais, enfin on prétend en tout cas que ce soit ça, bien que Vanessa ait essayé de l'aider à se réanimer, ça n'a rien causé. On sait que Glitchtrap est en tout cas détruit, donc en gros William ne peut pas se réveiller grâce à Glitchtrap. Après ça m'étonnerait qu'il refasse un retour de Glitchtrap, ça m'étonnerait quand même. Enfin bref, on n'a que deux protagonistes, et ça me semble un peu bizarre, le blob sans William, le blob tout seul face au Mimic, ça me semble bizarre. Peut-être que le blob va devenir gentil et va nous aider à combattre le Mimic, ça m'étonnerait, mais ça me semble un peu bizarre en tout cas. Nous allons voir qu'il y a un énorme point qui risque d'être remis en question dans le futur de FNAF avec FNAF Sister Location, car on se le rappelle bien, on ne sait pas non plus les origines de Ennard, on ne sait pas du tout pourquoi, enfin sauf erreur, en tout cas dites-le moi si j'ai fait une erreur ici, mais je ne comprends pas ce que sont les volontés de ces deux protagonistes, le Mimic et le blob. Le blob à la base est Ennard qui s'est réuni en un, donc Ennard avec Baby et tout ça. Ennard a viré Baby, Ennard est devenu Mothead Freddy, il s'est bourré de Remnant, il est devenu le blob. On ne sait pas ce qu'il veut vraiment, de même que pour le Mimic. Attendez-vous bien avec le prochain jeu, tout va changer.
Sister Location va prendre une importance de malade, tout simplement. Parce que le blob est encore très très mystérieux. Enfin, Ennard et les animatronics Funtime, ils vont prendre une tournure qu'on n'a jamais vue. Alors attendez-vous à de grosses révélations dans les prochains jeux d'ailleurs. Pas qu'au niveau du mimique, mais au niveau de William Afton, au niveau de ce qu'il a fait dans le passé, etc. On en parlera un peu après de toute façon. Donc voilà pour ce qu'il en est du présent. Du présent, on ne peut rien dire d'autre, absolument rien du tout. Donc si on repart dans le passé, on nous ouvre à Secret of the Mimic qui nous en apprend plein sur le passé. Et j'ai un petit peu analysé avec d'autres avis de d'autres gens, etc. Et je vais pouvoir vous détailler un peu plein de trucs. Alors tout d'abord, je dois vous introduire au personnage bien évidemment, de Edwin Murray, que j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Je me suis rendu compte que j'en ai parlé sans détailler qui il est. Alors excusez-moi si vous n'avez pas compris, mais du coup je vais vous l'introduire maintenant à ce personnage. Alors en gros, Edwin est le chef du MCM. En gros, il va créer une entreprise, donc une grosse entreprise, le Murray Costume Manor, où il crée des objets et des robots avancés technologiquement. En gros, cette entreprise, c'est une entreprise innovante, créée par Edwin pour répondre à des besoins, mais également amuser les enfants. Car il vend quand même ses créations à des autres entreprises qui, eux, vont amuser les enfants, comme par exemple Fazbear Entertainment, qui s'associera plus tard. Donc, voilà qui est donc Edwin, mais ce n'est pas seulement un PDG, puisque il est aussi un père de famille de David, donc son fils. Donc il est avec sa femme, donc Fiona, qui elle aussi participe un peu au Murray Costume Manor en créant des plans, etc. On sait d'ailleurs qu'elle est à l'origine de Chica. Là on a le petit lien avec la phase 1, si vous vous en rappelez. Voilà, c'est très important de dire qu'il est un père assez absent. On le verra par la suite, cela va causer sa perte dans la vie familiale. Et donc pareil, il est aussi un PDG assez absent, puisque petit à petit les employés vont partir au vu de la tension entre patron et employé. Je sais plus, mais je crois que d'ailleurs les employés vont carrément voler certains plans, et etc. du Murray Costume Manor. Et c'est Fazbear Entertainment d'ailleurs qui récupérera ses employés-ci. Donc en gros, Edwin est un père absent, mais également un PDG un peu en conflit avec ses employés, si on peut dire ça. On verra qu'il y a de nombreuses tragédies qui vont se dérouler dans sa famille, et c'est ça ce qui va être intéressant dans l'histoire de Secret of the Mimic. Nous allons voir. Donc maintenant que je vous ai introduit à Edwin, on peut reprendre la timeline dans l'ordre. Donc on a la création du Murray Costume Manor que je vous ai expliqué juste avant. Et ensuite on va avoir des petits gens qui vont venir s'associer à Murray Costume Manor et qui vont demander à Edwin de construire de nombreuses choses pour lui. Et c'est là que ça va. C'est là que c'est le seul truc que je trouve mal écrit. C'est le seul truc mal de l'histoire en fait. Car là, Fazbear Entertainment s'associe au Murray Costume Manor pour leur acheter de multiples choses. Ils délèguent donc la construction d'idées, de restaurants et d'animatronics et de personnages, etc. Donc c'est là que Edwin va créer donc les plans du restaurant de FNAF 1, donc le 3e restaurant de Freddy Fazbear Pizza. Donc celui du jeu 1, c'est lui qui va créer ça. Il va également créer les prototypes animatronics. Il va également créer les prototypes Sprint Block. Il va créer de nombreuses choses que l'on retrouvera par la suite dans les projets de Fazbear Entertainment et des restaurants, donc des Freddy Fazbear Pizza. Donc c'est assez important ici de mentionner que vraiment Fazbear Entertainment s'associe au Murray Costume Manor, donc à Edwin. C'est là que le Murray Costume Manor prend son importance énorme dans la suite, puisqu'on sait que du coup toute la phase 1 à la phase 2 sont tous des personnages créés à la base par Murray Costume Manor. Pas tous bien sûr, certaines et de nombreuses d'ailleurs créations restent seulement pure et dure de William Afton, et enfin de Fazbear Entertainment, donc de William Afton et Henry Emily. Enfin bref, voilà. Donc ensuite, deux drames vont se dérouler. Donc tout d'abord c'est la création donc enfin c'est pas un drame là, mais en gros petit à petit donc de nombreuses créations de Edwin vont l'amener à créer littéralement dans les années 1970 la première intelligence artificielle ancrée dans un robot d'ailleurs, puisque ce sera le Mimic, le M1, qui sera conçu en même temps qu'un drame, donc la mort de Fiona, donc de sa femme, à la mort de sa femme. Il a donc conçu donc le Mimic, et donc il fera répondre à ses besoins en tout simplement donner
En gros, il va donner le rôle au Mimic de remplacer sa femme. Alors le Mimic, qu'est-ce qu'il en est à la base? Qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on sait jusqu'à présent? Donc il a créé ce robot, c'est une intelligence artificielle comme je vous l'ai dit. Un robot capable d'imiter n'importe quoi, d'où son nom Mimic. Il imite n'importe quoi, n'importe quel comportement, n'importe quelle réaction, n'importe quelles émotions, etc. Bien que lui, il n'en ait pas d'émotions, il imite absolument tout ce qu'il voit. C'est sa raison pour laquelle il est conçu, imiter absolument tout. Pour ça qu'il va imiter les nombreux comportements donc de Edwin et ça va se retourner contre lui. Donc après cette création, on verra par la suite que M1 est plus présent et il est déplacé dans un ordi qui sera donc F10N4. Donc c'est là que sera contenu M1, donc le Mimic. Ce sera un peu le code Mimic, enfin non, pas vraiment le code Mimic, mais c'est vraiment le Mimic qui est déplacé, le M1 qui est déplacé donc dans un ordi nommé F10N4. Et qui sera renommé là par la suite dans les futures années MXES. Enfin bref. Donc ensuite il va... Donc Edwin, on a dit c'était un père absent car en gros il est tout le temps planté dans son bureau à essayer de concevoir de nouvelles choses, laissant son fils David tout seul avec sa mère. Mais vu que sa mère est partie, il va donc confier le rôle d'élever son fils au Mimic M1. Mais malheureusement tu peux pas donner le rôle de nounou à un robot, et bien le robot va pas savoir protéger son fils, et son fils va mourir probablement d'un accident de voiture. Et donc suite à la mort de son fils, donc David, il va être pris de rage, et il va vouloir créer donc un second robot Mimic, qu'il nommera donc M2. À savoir qu'à la base il a vraiment pas envie de créer ce robot, mais il est influencé par M1 qui lui dit de retrouver son fils littéralement en faisant la même chose que pour elle-même. Il se fait littéralement influencer par un robot, un robot, une chose qui n'a pas d'émotion et rien du tout, lui dit de recréer son fils. Et c'est ce qu'il va faire en reconstruisant le M2. À savoir que je vous le dis, il n'a vraiment pas envie à la base de faire ça. Et donc il va se rendre compte de sa terrible erreur d'avoir été influencé par ce robot qui n'est pas du tout Fiona. Et donc il va créer donc M2, mais il va reproduire il va retranscrire plutôt une terrible violence et rage à travers M2 en le frappant. C'est ainsi que M2, donc le Mimic 2 qui est censé être la reproduction de David, c'est ainsi qu'il devient enragé, car il connaît tout simplement maintenant la violence et il est voué à la reproduire. C'est pour cela qu'il est agressif avec nous dans les différents jeux, mais qui reste malin, probablement par tous les autres personnes qu'il a dû imiter. Enfin bref, à l'heure d'aujourd'hui, on sait que M1 a été donc déplacé dans l'ordi F10N4. Donc lui n'existe plus que sous la forme d'un ordi. En revanche, on sait que M2 est donc le Mimic qui nous poursuit dans Secret of the Mimic et très probablement du coup dans Ruin. Et ce Mimic là, autant vous dire qu'il est devenu très méchant. Donc à ce moment là vraiment, Edwin est débordé, il est dévasté. L'entreprise va de plus en plus mal, il parle de plus en plus mal à ses employés, il les surveille depuis chez lui avec toutes ses caméras, etc. Ses employés qu'il juge incompétents, incapables. C'est donc ainsi que très vite, l'entreprise va se finir en faillite. Après, on va avoir un accident dans le Murray Costume Manor. Et ce qui va mener à la disparition de Edwin. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'en sait rien du tout, absolument rien du tout. On sait juste que le Mimic était bien présent lors de cet accident et il a refusé de l'aider, reproduisant ainsi les gestes de Edwin. Donc c'est ainsi que le piège se referme contre lui. On ne sait pas ce qu'il en est de lui, on ne sait pas s'il a réussi à s'échapper, s'il a réussi à s'en sauver de l'accident. On sait juste qu'il a disparu, laissant derrière lui le Murray Costume Manor. Non pas en ruine pour une fois dans FNAF, mais plutôt à l'abandon, ou avec personne à l'intérieur à part une chose capable de se faufiler absolument dans tout et d'imiter absolument tout et n'importe quoi. C'est ainsi que l'effet de FNAF Secret of the Mimic se déroule. En effet ici, le Mimic, on va apprendre qu'il attire des employés de Fazbear Entertainment au MCM, au Murray Costume Manor, en les manipulant à la même manière que Ruin. C'est ainsi qu'on apprend qu'il s'est déjà manipulé depuis très longtemps.
C'est pour cela qu'il arrive à manipuler absolument n'importe qui, dont Grégory et Cassie dans Ruin. Enfin bref, on reprend. Le Mimic attire donc les employés de Fazbear Entertainment au Murray Manor Costumer. Murray Costume Manor, pardon. Pourquoi faire? Eh bien pour voler les plans du Murray Costume Manor. En gros, il manipule les gens pour qu'ils volent des plans. Et pourquoi? Pour ensuite les voler par lui-même. En gros, c'est vraiment assez bizarrement fait, mais en gros, le Mimic veut récupérer ses propres plans et il passe par les autres employés, car lui, il ne peut tout simplement pas récolter ses plans. C'est pour ça qu'il va attirer des employés et récupérer les plans de par ses employés. On verra dans le jeu donc qu'il a influencé et manipulé énormément d'employés, mais les employés ne sont pas parvenus à leur tâche. C'est pour ça que on retrouve différents corps insérés dans les différents costumes du Murray Costume Manor, montrant ainsi les échecs des différents employés, et on joue le fameux l'élu, celui qui a réussi à récupérer les plans du Mimic, et on voit ainsi les scènes, et on voit qu'il finit tout simplement par nous tuer, le Mimic, de la même manière que les autres employés ont subi. Enfin bref, le Mimic est libéré, il obtient ses plans et il part dans la nature, on ne sait quoi faire, on ne sait où. Et donc Fazbear Entertainment, et bien ensuite, suite à cela, va voler les différents plans et les nombreuses créations, peut-être même ainsi le Murray Costume Manor lui-même, peut-être même la maison d'Edwin elle-même. On va en parler tout de suite. Mais avant, comme je vous l'ai dit, donc on ne sait absolument pas pourquoi le Mimic fait cela, pourquoi il vole ses propres plans. C'est assez étrange en fait. Ici, j'ai parti du principe que l'une des fins canon possibles soit ni la fin heureuse où on répare le Mimic et on littéralement l'endort à jamais, car cette fin n'est pas canon avec Ruin, en tout cas. Quant aux autres fins, eh bien on peut déduire qu'ils se finissent absolument pareil, juste à peu de détails près. Un où on découvre bien évidemment la maison des Murray, où on découvre pas mal de choses, donc la Secret Ending bien sûr. Et l'autre qui se passe un peu plus calmement, mais dans tous les cas, le Mimic récupère les plans et il s'enfuit, on ne sait où. Ça nous laisse un peu perplexes et perdus à jamais dans cette phase 3. Alors avant, qu'est-ce que j'aimerais parler des attentes que nous avons donc pour les prochains jeux. Donc 2 jeux sont pour moi très importants et vont arriver très récemment dans les prochaines années. Donc on a FNAF Secret of the Mimic 2 ou alors en DLC, je ne sais rien du tout. Donc ce sera un jeu où on nous introduira la continuité de l'histoire des origines du Mimic, avec certainement la suite de Secret of the Mimic qui nous en apprendra plus sur pourquoi le Mimic vole ses plans et utilise les employés, mais aussi et surtout comment le Mimic a été emprisonné sous le Pitaplex avec MXES qui est donc Fiona. Enfin, le Mimic 1. Donc le prochain jeu nous montrera également quelles sont les réelles intentions du Mimic qui nous sont vraiment très importantes pour la suite de l'histoire au présent, donc qui nous mènera ainsi à la suite de Ruin, donc je l'ai nommé ici Ruin 2, mais ça ne sera pas Ruin 2 bien évidemment, ça sera un tout autre FNAF pour moi. Est-ce que ce sera FNAF Security Breach 2 ? Peut-être, mais ça me semble un peu bizarre quand même. Donc la suite de l'histoire du présent reprendra donc son cours, nous aurons donc compris ainsi les intentions du Mimic à 100%, et donc nous pourrons continuer l'histoire, on sait que le Mimic s'est échappé, et donc voilà, l'histoire continuera, l'intrigue, etc., les problèmes, etc. Mais pour le moment, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer dans cette suite de jeux. Car on ne sait absolument pas ce que le Mimic veut faire, nous ne savons pas ses intentions, pourquoi il s'est échappé, pourquoi il a voulu s'échapper, pourquoi il a été emprisonné, on n'en sait rien. Donc on ne peut pas en déduire la suite. Enfin bref, nous le verrons dans les prochains jeux, en tout cas voici nos attentes globales à peu près de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les prochaines années avec FNAF. Bref, maintenant j'aimerais vous parler avec concentration d'un tout autre sujet qui remet énormément de choses en question, qui reprend FNAF Sister Location. Vous allez voir que
Vous allez complètement voyager à travers FNAF et vous allez... Moi j'ai été téléporté. Avec cette nouvelle vision, j'ai été téléporté et ça me hype beaucoup parce que on reprend littéralement un ancien jeu pour un ancien jeu qui était assez secret. Enfin, on ne savait pas trop ce qu'il en était. Beaucoup de mystères encore sont irrésolus. Beaucoup de théories ont été émises. Moi j'en ai entendu des nombreuses et ça m'a franchement choqué. Et ça partait un peu trop loin à mon goût. Et bien là, on vient à mon avis retasser tout ça. Alors vous inquiétez pas, l'histoire principale de la phase 1 ne change absolument pas. FNAF Sister Location, c'est toujours Mike qui descend et qui se fait rentrer dedans par Ennard. Mais là on va en savoir un peu plus sur qu'est-ce qu'il en est des animatronics Funtime. Enfin bref, laissez-moi vous parler de cette petite interrogation. Nous avons pu constater que dans cette phase 3, nous remettons en question beaucoup de choses et nous remettons en suspens des origines des plus secrètes et des plus sombres jusqu'à présent. Mais qui, ne vous inquiétez pas, ne déforment pas les phases que l'on a vues précédemment. Par exemple avec le cas des origines de Ennard qui n'est pas formé d'âme et qui est bel et bien conscient et qui a des actions concrètes et qui ont un sens, de la même manière que le mimique d'ailleurs. En mettant en suspens les origines de Ennard ainsi que les sous-sols du Circus Baby Pizza World, qui seraient peut-être les sous-sols du MCM que nous voyons quand nous passons par les souterrains pour en arriver au manoir de Edwin, enfin sa maison. Enfin bref, cette théorie vise tout simplement à dire que William aurait volé absolument tout de Murray. Il aurait réussi et parvenu à voler du code mimique, en faisant d'ailleurs peut-être au passage la cause de Glitchrapt, mais aussi et surtout de Ennard et de la conscience de Ennard. Enfin c'est un peu bizarre, on ne peut rien dire jusqu'à présent, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un lien et que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les phases 1 sont bien plus sombres que prévu en fait. En effet, depuis le début de FNAF Sister Location, tout peut nous intriguer et nous poser d'immenses problèmes dans le lore, avec de nombreux mystères en suspens. Qu'est-ce que sont ces bâtiments étranges, avec des bureaux, avec des têtes humanoïdes bougeant? Regardez ça, c'est très perturbant. Qui semblent vivants en plus. Pourquoi de tels grands sous-sols? Pourquoi de telles nombreuses références au bébé dans Sister Location? C'est vrai ça. Sur quoi a été établies les recherches que faisait William? Seulement sur des robots tueurs? Et des expériences sur la vie éternelle? Ou des choses bien plus sombres? Peut-être déjà des recherches sur la mimique? Pourquoi a-t-on tant l'impression d'être avec la famille de William Afton à travers les modèles des Funtime et les sous-sols? Et pourquoi FNAF Sister Location est le seul jeu qui nous paraît si différent des autres tout premiers jeux? De par tout simplement le design des animatronics, le fait que l'on peut se déplacer dans le bâtiment, les couleurs des animatronics, l'ambiance, etc. Pourquoi tout est si différent des autres jeux FNAF? Ouais, vous allez me dire, FNAF 4 aussi, il est différent. Mais là, on a vraiment une différence à sa manière précise. Et aussi, on peut remarquer que dès Sister Location, les animatronics semblent pleinement vivants. Et ils nous parlent bel et bien. Avec des voix. Bien que jusqu'à présent, on pouvait penser que ces voix étaient préenregistrées. Eh bien, réfléchissez-y 2 fois. Donc pour moi, ces questions seront probablement répondues dans les jeux futurs, dans les jeux à venir. Mais pour l'instant, ils sont tellement secrets et sombres. Alors bien que de nombreux indices sont bien présents dans les jeux et peuvent nous intriguer et nous diriger vers de nombreuses théories, toutes les plus folles que les autres, les unes que les autres, pardon.
En effet, on trouve déjà de nombreux liens présents en ce qui concerne Sister Location et le Mimic et Secret of the Mimic. Mais pour le moment, on ne peut absolument rien affirmer en ce qui concerne ce lien. On peut considérer que les sous-sols de SL soient ceux de Edwin et que William ait tout volé. Peut-on affirmer qu'il travaillait sur des expériences pour faire renaître des humains, ou plutôt recréer des personnes vivantes, mais en robot cette fois-ci, comme on l'a longtemps pensé avec Gregory étant probablement un robot et une reproduction du Crying Child? Non, quand même pas. Ça part un peu loin là, non? On n'en sait rien, mais pour moi, gardez ça dans votre tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que William Afton et Fazbear Entertainment ont juste volé de nombreuses créations et plans à Murray. Et c'est tout. Mais pour moi, on peut clairement songer à l'idée que les sous-sols, les grands sous-sols du MCM, du Murray Costume Manor, sont ceux de Sister Location. En effet, certaines théories partent loin dans les théories les plus folles, au point de dire que la maison des Afton est celle de Murray. Moi, j'en suis pas jusqu'à là, car ça me semble clairement un peu bizarre, bien qu'on retrouve les mêmes jouets et des très grosses similitudes entre la Good Ending de Secret of the Mimic et FNAF 4. On voit clairement de grosses similitudes. Alors moi, quand je suis arrivé, quand j'ai vu du jeu Secret of the Mimic cet endroit, j'ai direct pensé à ça, j'ai cru qu'on arrivait exactement au même endroit. Malheureusement non, puisque FNAF 4 est un rêve, et comme tous les rêves, toute la réelle vision est modifiée. D'où expliquer le fait qu'on a 2 couloirs, hein. C'est en aucun cas une vraie maison, on peut se l'accorder ça. Bref, certains disent que la maison est la même, c'est carrément possible, mais moi ça me semble vraiment mauvais de partir sur une théorie aussi folle que ça. Mais comme je dis, force de preuve en plus choquante, comme récemment j'ai appris l'existence de la carte de Circus Baby que l'on retrouve dans Sister Location, qui m'a choqué, car elle explique car il y a des théories là-dessus, comme si c'était ça, la carte du code Mimic, et qu'elle était déjà présente dans Circus Baby, donc William Afton possédait cette carte et l'insérait dans ses animatronics Funtime. On part dans des théories vraiment folles, expliquant des liens que l'on a depuis toujours avec les tout premiers jeux. C'est ça qui est le plus choquant et le plus sombre et qui me hype le plus. Eh bien, je vous avoue qu'à la base, je n'y croyais pas trop à toutes ces théories mêlant les sous-sols de FNAF Sister Location. Pour moi, Sister Location, c'était bâclé. Mais là, vraiment, on en apprend plus. Tout ce que l'on croyait, tout savoir, nous est remis en question. Tout le travail de William Afton, eh bien peut-être que c'est beaucoup plus sombre que ce que nous pensons. Mais j'ai commencé à y croire, en effet, je commence à aimer l'intrigue de cette phase, juste grâce au mystère des sous-sols. En effet, on retrouve une très grande part de suspense et de points sombres que pouvait faire William là-dedans. Que pouvait-il rechercher? Quelles expériences pouvait-il mener? En effet, peut-être que William ne reviendra pas comme grand méchant principal de l'intrigue, mais en effet, avec un retour dans le temps, on peut totalement le voir en physique, en réel. En effet, Secret of the Mimic, un 2e épisode, pourrait nous montrer, peut-être, William passant à l'action en tuant des enfants, mais cette fois pas en mini-jeu, bien que ça me semble vraiment inutile au lore, et un peu bizarre de faire ça, mais bon. Tout ce qu'on doit se dire, c'est qu'il pourrait très bien réapparaître dans les jeux, l'époque où il était encore vivant, où on croyait tout savoir sur les plans des Afton. Mais pas du tout, en fait on n'en sait rien du tout des plans des Funtime, bien qu'on les ait eus clairement sous nos yeux, on n'en sait rien du tout. Nous savons seulement la partie visible de l'iceberg, et seul le cerveau de Scott connaît la partie cachée de cet iceberg. Tout le reste, c'est au prochain jeu donc de nous en apprendre et de nous en révéler plus. Et croyez-moi, William Afton est peut-être bien plus malin que ce que l'on pourrait penser. Il aurait pu faire des choses bien plus sombres que ce qu'on aurait pu penser, faire revivre, etc. Enfin bref. J'en ai fini avec cette phase et cette théorie tellement folle, mais j'ai fini par l'adorer alors qu'au départ je l'aimais pas du tout.
Croyez-moi, si vous n'aimez pas cette théorie folle, bah essayez de comprendre vraiment qu'on revient sur des origines qu'on aimait, hein. On aimait ces sous-sols et plein de trucs sont irrésolus. Regardez-moi ces bâtiments, regardez-moi ces images s'il vous plaît. Regardez-moi, pourquoi il y a des têtes de bébés là? Qu'est-ce qu'ils font là? Alors qu'à la base on veut créer des animatroniques et des restaurants. Quel rapport? Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont... Certes, ça peut énerver les gens de se dire ouais, on remet en question tout. Alors que non, on remet pas en question tout, hein. Comme je vous ai fait la phase 1 dans cette vidéo, vous avez pu la voir cette phase 1. Elle ne change absolument pas, l'intrigue est totalement la même. Ce que l'on remet en question, c'est vraiment les intentions précises de Ennard que l'on ne savait pas jusqu'à là. Vu qu'en effet, moi, le mythe me rappelle tellement Ennard. On avait quelqu'un qui s'échappait. Pareil que dans Ruin, il s'échappe. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Eh bien, Ennard mourrait, il devait mourir avec le restaurant de FFPS, avec le Freddy Fazbear Pizza Place. Mais il n'est pas mort, il est devenu le Blob. Blob qui me rappelle étrangement le Mimic. Vraiment, il y a de quoi s'interroger beaucoup de choses. D'ailleurs, on sait que Circus Baby alias Scrap Baby, du coup elle est devenue Scrap Baby, est morte. Et bien et bien reposée en paix. Cette âme. Mais ça me semble étrangement bizarre au vu de la tournure que ça prend. Enfin bref, on verra tout ça dans les prochains jeux. J'aimerais m'arrêter ici pour cette énorme vidéo qui m'aura pris énormément de temps. Enfin bref, pour l'instant on est dans le flou total, on n'en sait rien du tout. Gardez en tête la petite timeline que j'ai faite sur la phase 3. N'en rajoutez pas plus. Si vous voulez ignorer ma théorie parce que... Enfin c'est pas ma théorie d'abord, mais ignorez-la parce que c'est vrai qu'elle peut partir vraiment dans des théories les plus folles. En tout cas, moi je pense qu'il y a encore un réel espoir pour la phase 3, hein, franchement. Croyez-y. Et écoutez ma conclusion car elle est tout aussi intéressante, même si je l'ai écrit bien avant de faire cette phase 3 et cette phase 2. Enfin bref, dites-moi en commentaire quelle phase est votre préférée. En tout cas, moi j'hésite entre la phase 1 et la phase 3, parce que la phase 3 part dans des tournures qui me plaisent beaucoup. Enfin, à vrai dire, tout le futur de la phase 3, enfin tout mon espoir en la phase 3 repose vraiment sur les futurs jeux. Car pour l'instant, les jeux qu'on a à présent, je les aime pas du tout. Je vous avoue que Secret of the Mimic est le jeu que je déteste le plus de FNAF. Et quant à Ruin, ça va, mais voilà quoi. Tandis que la phase 1, elle est toute bien écrite, elle est parfaite, l'intrigue elle est incroyable, j'adore. Enfin bref, tout mon espoir repose sur les futurs jeux qui nous éclaireront sur la phase 3. Enfin bref, c'était Hugo Potter et ça faisait longtemps que j'étais pas revenu, et moi je vous dis à la prochaine. Voilà tout mon avis sur le lore et sur mon avis sur FNAF. Maintenant, une dernière chose. Pitié la communauté FNAF, gardez espoir, réconciliez-vous avec FNAF. Regardez ce que le jeu est devenu. Regardez, il y a des giga films qui sont sortis au cinéma. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte quand même. Est-ce que il y a 10 ans, toi qui regardais des vidéos sur le gameplay de FNAF 1 ou 2, est-ce que tu t'es dit une seconde que ce tout petit jeu-là allait sortir un film 10 ans après? Je crois pas. Il faut vraiment que vous arrêtez de critiquer 2 secondes. Juste le temps de prendre conscience. Juste vous faites le vide et vous comprenez. Moi j'aimerais une communauté FNAF qui soit soudée, qui soit heureuse. Regardez l'engouement et l'ampleur de FNAF, l'empereur qui a pris FNAF. Rendez-vous compte, vraiment, rendez-vous compte. Alors certes, des jeux se dégradent de plus en plus, mais pourquoi? S'il vous plaît, plus la communauté FNAF se dégrade, plus les jeux se dégradent. Alors gardez espoir en FNAF.
gardez espoir en un futur bon. Moi en tout cas, je garde tout le temps espoir, et n'hésitez pas à en faire de même. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Hugo Potter.